C'est à 7 h ce matin que le président français est arrivé à Abidjan. Il entame ainsi une tournée africaine de 3 jours. Prochaine destination pour François Hollande, le Niger et le Tchad. À quel niveau se situe la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et la France? Que devient le Centre culturel français du Plateau? Des éléments de réponse dans ce journal. Et puis un tour aussi dans cette édition en Palestine où une trêve de 6 heures est en vigueur depuis ce matin à la demande des Nations Unies pour permettre aux habitants de Gaza de se ravitailler. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et merci de choisir LTI2 pour vous informer. Commençons tout de suite par le point fort de l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien entendu de la visite de 24 heures du président français François Hollande en terre ivoirienne. Il a été reçu dès son arrivée aux premières heures ce jeudi par le président Alassane Ouattara. François Hollande entame ainsi une tournée africaine de 3 jours sur le continent africain. Côte d'Ivoire, Niger et Tchad, 3 destinations pour parler économie et surtout sécurité au Sahel. Il sera notamment question au cours de cette tournée africaine de l'installation du nouveau dispositif militaire Barkhane à N'Djamena qui fusionnera les opérations Serval et Épervier. Cette visite de François Hollande dans notre pays est donc une occasion de passer en revue toutes les étapes de la coopération diplomatique entre France et Côte d'Ivoire. Et c'est avec Marie-Laure Magniessé et Gabriel Zani. En 1893, la Côte d'Ivoire devient officiellement une colonie française. À cette époque, les deux pays entretiennent des relations de subordination. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Le premier président Félix Houphouët-Boigny garde toutefois d'étroites relations avec la France. Les relations de la Côte d'Ivoire et la France sont anciennes. Et disons, le point de départ officiel, c'est quand la Côte d'Ivoire a été érigée en colonie, le 10 mars 1893. De cette date jusqu'à l'indépendance, c'est l'État colonial. La Côte d'Ivoire est sous domination coloniale. Et c'est à partir de 1960, après que le mouvement d'émancipation a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. À partir de ce moment-là, on a maintenant non plus des relations d'une métropole avec un État colonisé, mais plutôt des relations d'État souverain. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny en 1993, Henri Konan Bédié, son successeur, continue de coopérer avec la France. Mais en 2002, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont affectées par une crise politico-militaire qui divise le territoire ivoirien en deux. Ce refroidissement des relations dure jusqu'en avril 2011. L'avènement du président Gbagbo y est pour quelque chose. Le président Gbagbo n'était pas très introduit dans la façon dont les relations entre la Côte d'Ivoire et la France étaient organisées. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, les relations entre les deux pays se sont améliorées. La Côte d'Ivoire reçoit la visite prochaine du président français François Hollande, une visite qui contribuera à réchauffer davantage la coopération franco-ivoirienne. Intéressons-nous maintenant aux liens culturels entre la France et la Côte d'Ivoire. On le sait, le Centre culturel français a pendant plusieurs années été le fer de lance de la coopération culturelle entre les deux pays. Devenu depuis le 1er janvier 2011 Institut français, le site est en pleine rénovation. Où en sont les travaux du Temple culturel ivoiro-français? Sur le chantier, nous retrouvons notre reporter Michel Digré. Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. La salle de spectacle en pleine rénovation, une bibliothèque qui s'apprête à faire peau neuve. Depuis bientôt 1 an, le site est en chantier pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la coopération culturelle ivoiro-française. Un roman dont les premières lignes ont été rédigées en 1963, date de la création de ce qui était alors le Centre culturel français. Dès que ce centre culturel, enfin ce théâtre, a vu le jour, les gens de ma promotion, nous avons commencé à y jouer. Et je dirais pêle-mêle qu'on y a joué Les Voix dans le vent de Bernard Dadier. Nous avons joué la tragédie du roi Christophe. J'étais, je dirais, une férue de lecture. Et très souvent, même lycéenne, jeune lycéenne, j'allais réviser au Centre culturel français. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister là à beaucoup de concerts, notamment un qui m'a marqué, c'était celui de François Louga, François Louga,
où j'ai l'occasion de monter sur la scène, on a dansé avec François et tout ça. Les concerts partaient généralement de 21h à 23h. Et un signal nous indiquait la fin du spectacle, c'était l'extinction de la lumière. En 2003, le CCF sombre en pleine crise ivoirienne. Le centre est saccagé pendant les mouvements anti-français. 10 années après, le CCF, devenu entre-temps Institut français, renaît de ses cendres. C'est d'abord de remettre en état la salle de spectacle qui est beaucoup demandée aujourd'hui par les créateurs ivoiriens. Et la deuxième phase va consister donc à la rénovation de la bibliothèque en la transformant en médiathèque afin que nos étudiants, les étudiants ivoiriens, les chercheurs ivoiriens et nos visiteurs puissent accéder à travers les nouveaux supports de connaissances à tout le savoir qui aujourd'hui est donc partout dans le monde et qui malheureusement ne se trouve plus uniquement que dans les livres. La coopération culturelle ivoiro-française, une belle histoire d'amour qui résiste à l'épreuve du temps. Nouvelle manifestation de cette idylle, ce 17 juillet, le lead vocal du groupe Magic System Assalfo fera partie de la délégation française qui accompagne François Hollande à Abidjan. Un honneur pour tous les acteurs du monde culturel en Côte d'Ivoire. Hier, comme tous les mercredis, il y a eu conseil des ministres au palais présidentiel. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment quelques 1867 véhicules administratifs disparus durant la crise post-électorale de 2011 et que l'État ivoirien s'emploie à récupérer. Je vous propose de suivre justement un extrait de la déclaration du porte-parole du gouvernement à l'issue de ce conseil des ministres. Il s'agit de faire ici une opération qui va permettre donc de retrouver ces véhicules qui sont dans la nature, mais surtout une opération qui va permettre de mieux gérer ce parc-là à l'avenir, d'avoir une gestion plus optimisée, plus sécurisée, plus efficace de ce parc qui est celui de l'administration. Les étapes de ce projet sont les suivantes. Premièrement, la réalisation d'une étude sur la maintenance des véhicules et l'évaluation des besoins. Nous procéderons également à une nouvelle immatriculation des véhicules administratifs, et cela dans l'optique uniquement de retrouver les véhicules qui manquent à l'appel. L'objectif, c'est également de réduire les coûts d'acquisition et de rationaliser l'utilisation des véhicules administratifs. Il a été constaté, par exemple, des écarts très importants au niveau de l'acquisition de véhicules, jusqu'à 10 millions pour le même type de véhicule. Et puis, l'autre objectif, c'est d'élargir l'opération de sécurisation des véhicules administratifs. Il y a des moyens aujourd'hui modernes pour permettre cette sécurisation. 17 membres pour la nouvelle commission électorale indépendante ivoirienne. Pour l'instant, 15 d'entre eux sont déjà connus, dont 4 femmes. Une sous-représentativité des femmes au sein de la CEI que dénoncent les organisations féminines. Fatou Fofana. 17, c'est le nombre de membres que va désormais compter la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. 15 sont déjà connus et seulement 4 sont des femmes, soit 26%. Ce qui ne semble pas faire l'unanimité au sein des populations. Si les femmes sont en grand nombre à la CEI, je pense qu'il y aurait moins de contestation parce que les femmes sont plus crédibles que les hommes. Une institution comme la CEI qui est chargée d'organiser les élections, qui est chargée de l'avenir du pays, je trouve que ce n'est pas normal qu'il y ait seulement 4 femmes pour le moment. J'aurais souhaité que ce soit le contraire, qu'il y ait 11 femmes et 4 hommes. S'il y a une parité entre femmes et hommes, ça serait plus équilibré, ça serait très bon. On s'est inscrit au MCC, Millennium Challenge Corporation, pour promouvoir le genre, la parité en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau de la CEI, on ne peut choisir que 4 femmes sur les 15 personnes? Les organisations féminines montent au créneau pour dénoncer cette sous-représentativité des femmes au sein de la CEI et rappeler le droit des femmes à faire partie des instances de décision. Choisir une femme n'est pas une faveur, mais plutôt un droit que la Constitution ivoirienne et les instruments juridiques internationaux, régionaux, auxquels la Côte d'Ivoire est partie, leur garantissent. Pour ces organisations, il est encore temps de faire plus de place aux femmes au sein de cette CEI. Nous croyons encore que sur les 2 places qui restent à pourvoir, au moins une reviendra à une femme. Que le nouveau bureau de la CEI qui va être mis en place comportera 3 femmes et 3 hommes, avec une femme à la présidence. La Constitution ivoirienne de juillet 2000
Garantit l'égal accès de tous les citoyens, hommes, femmes, à tous les emplois sans discrimination de sexe. Hors de la Côte d'Ivoire, une trêve de 6 heures de temps ce jeudi sur instruction des Nations Unies pour permettre aux populations de Gaza de se ravitailler. C'est le nouvel épisode des hostilités entre Israël et la bande de Gaza. Notons que nous sommes au 10e jour des affrontements qui ont fait environ 230 morts. 9e jour d'offensive à Gaza. 11 civils palestiniens tués. Israël intensifie ses raids et cible directement les domiciles des responsables du Hamas. Aucun dirigeant du mouvement islamiste n'a été tué, tandis qu'un Israélien a trouvé la mort sous les roquettes palestiniennes, un civil, la première victime israélienne. En Syrie, Bachar el-Assad a prêté serment sur le Coran ce mercredi 16 juillet devant les députés réunis en session extraordinaire. C'était en présence de plus d'1 millier d'invités syriens. Réélu le 3 juin dernier pour un 3e septennat, le président syrien Bachar el-Assad est apparu en mondiovision ce mercredi au palais présidentiel surplombant Damas pour la cérémonie officielle de son investiture. Dans la plus pure tradition du régime, il a fait son entrée sur scène sous les applaudissements d'1 millier d'invités triés sur le volet et tenus de réaffirmer leur fidélité au chef. Après la prestation de serment dans laquelle il s'est engagé sur le Coran à défendre la Constitution, les libertés et l'indépendance de la Syrie, il a pris la parole pour féliciter ses partisans de leur victoire contre le terrorisme. L'élection présidentielle a été pour beaucoup de Syriens comme une balle tirée contre les poitrines des terroristes et ceux qui sont derrière eux. En présence des représentants des communautés sunnites, catholiques, orthodoxes et druzes qu'il affirme protéger, il s'en est pris aux puissances occidentales qu'il a accusées de comploter avec Israël, non seulement contre la Syrie, mais aussi contre Gaza, l'Irak et le Soudan. L'Occident colonial est toujours colonialiste et je réitère aujourd'hui mon appel à tous ceux qui ont été leurrés à déposer les armes, parce que nous n'arrêterons pas de combattre le terrorisme et de le frapper partout où il se trouve, jusqu'à la restauration de la paix partout en Syrie. Bachar el-Assad a tenu à faire de cette cérémonie un camouflet à Washington, Paris et Londres qui affirmaient qu'il avait perdu toute légitimité. Il n'a en revanche pas oublié de remercier Moscou, Pékin, Téhéran et le Hezbollah, sans l'aide desquels son régime aurait été balayé par le soulèvement. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous pour ce quart d'heure d'information. Je serai encore avec vous demain pour d'autres informations. Au revoir.